L'impact de la pandémie de Covid-19 sur les diasporas africaines, tel est le thème de l'émission de ce jour que nous allons vous présenter en compagnie de deux personnages de cette émission que nous allons vous présenter. Bonsoir d'abord à tous et bienvenue donc à ce rendez-vous de la tribune du mardi. En notre compagnie donc Maître Jacques-Brice Momnogui, avocat au barreau de Bordeaux, au sud-ouest de la France, panafricaniste. Maître, bonsoir. Bonsoir Aziz et merci encore de l'invitation. Et en notre compagnie également Ferdinand Bleka, président de l'ONG Afri-Japan, qui est expert en santé publique et écrivain. Ferdinand Bleka, bonsoir. Bonsoir. J'ai rectifié un peu. Afri-Japan est une institution internationale qui a des accords de siège avec les États. Je suis chercheur en développement et spécialiste en santé publique. Merci de faire cette précision, Ferdinand Bleka. Nous allons donc sans plus attendre aller écouter des étudiants qui se trouvent à Bordeaux en France. Le premier est Martial Zoula, il est président de l'association des étudiants camerounais et stagiaires qui se trouvent à Bordeaux. On rappelle que pour la première partie de cette émission, nous allons traiter de la difficulté rencontrés par les étudiants africains, notamment en France et dans certains pays européens. Avec Ferdinand Bleka, certainement on évoquera la situation de ceux qui se trouvent en Asie. On peut clarifier la situation, premièrement sur le plan organisation et second sur le plan validation des acquis. En ce qui concerne l'organisation, la plupart des étudiants se plaignent de l'amplitude horaire et du décrochage rapide qui se fait lorsqu'on nous sommes en présence d'un cours qui se déroule en distanciel. Amplitude horaire, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de respecter les créneaux qui sont très souvent réservés aux pauses. Et en termes de décrochage, c'est pas très évident lorsqu'il n'y a pas une interaction physique. C'est pas très évident d'échanger lorsque voilà, vous avez en face de vous un professeur qui vous parle à travers un ordinateur. De temps en temps, la connexion peut bugger. Et, voilà, c'est pas très évident, quoi. Le second point qui concerne la validation des acquis, c'est spécifiquement en ce qui concerne les stages de fin de formation. Donc, déjà de base, c'est très difficile pour un étudiant africain d'avoir un stage au niveau de la France. Mais là, avec la pandémie et des restrictions qui vont avec, je parle notamment de l'interdiction de sortie du territoire pour aller effectuer son stage. Donc, aucun stage ne sera autorisé s'il est en dehors de l'Union européenne. Ça, je crois que c'est jusqu'au 15 mars. Mais on ne sait pas avec cette problématique qui ne cesse de créer des surprises. Donc il y a des étudiants qui l'année dernière, ils n'ont pas pu valider leur année comme le souhaitaient avec des stages pratiques qui ont dû se rabattre sur des solutions. Des solutions qui ont été mises en place par les établissements qui cette année encore se trouvent dans la même difficulté. Ils sont en incapacité de pouvoir avoir leur première expérience en milieu professionnel. Donc ils n'ont pas forcément le soutien de la part de leur pays d'origine qui soit ne sont pas au courant des difficultés qu'ils rencontrent, soit tout simplement ne font pas de ça leur priorité. Donc le second volet que j'ai appelé vie professionnelle, c'est spécifiquement ce qui concerne les jobs étudiants. Vous savez, chaque étudiant, pour subvenir à ses petits besoins, payer son loyer, se nourrir, il a besoin d'un job. Et en cette période, ça devient très compliqué parce qu'il y a des entreprises qui sont obligées de fermer, il y a des entreprises qui sont obligées de réduire les effectifs. Et malgré toutes les aides qui sont mises en place par le gouvernement, c'est pas suffisant, c'est pas évident pour un étudiant de joindre les deux bouts, un étudiant qui n'a pas de travail de joindre les deux bouts.
Donc, à ce deuxième volet va se greffer le troisième volet qui est vie privée. Et là, dans la vie privée, je vais particulièrement m'attarder sur le titre de séjour. Vous savez, sans titre de séjour, déjà, d'emblée, on ne peut pas travailler. Et, avec la panoplie de dossiers dont la préfecture... la panoplie de dossiers que la préfecture doit traiter, les retards sont très importants. Il y a eu des solutions qui ont été mises en place, la création des plateformes pour faciliter les démarches estudiantines, mais jusqu'à l'heure actuelle, c'est pas vraiment ça. Moi, par exemple, j'ai déposé ma demande de séjour au mois d'août et c'est au mois de janvier que je l'ai reçue. Donc imaginez quelqu'un qui compte sur son petit job pour se nourrir, pour subvenir à ses besoins et payer ses charges. C'est une situation assez désagréable et assez compliquée à vivre. Donc voilà, en gros, ce à quoi on fait face, il y a beaucoup de problèmes qui subsistent, il y a un environnement morose, et il y a des efforts qui sont faits par le gouvernement français, il y a des efforts qui sont faits par les établissements pour essayer de nous aider à vaincre toutes ces difficultés, mais il reste insuffisant. Je souhaiterais que nos gouvernements respectifs peut-être puissent porter un regard plus attentif sur ces différents problèmes. Alors les étudiants africains, toutes nationalités confondues, qui ont quand même de grosses difficultés. À l'instant, Martial Zoulin, on le rappelle, le président de l'association des étudiants et stagiaires camerounais à Bordeaux, c'est au sud-ouest de la France. Maître Jacques-Brice Momnogui, est-ce qu'on peut considérer qu'avec la pandémie de Covid-19, la distance entre les étudiants issus de nombreux pays africains et leur gouvernement est devenue de plus en plus grande? Oui, effectivement, l'un des grands problèmes du Covid-19, c'est qu'on a toujours parlé du nombre de malades et des cas des personnes qui sont atteintes. Mais on oublie les dommages collatéraux qui, en ce qui concerne les étudiants, sont énormes. Puisque lorsqu'on est un étudiant africain, et qu'on vient pour la plupart souvent parce que les familles se sont cotisées pour vous envoyer en Europe, on n'a que l'école et les études comme seule voie de sortie. Et souvent, les familles ne peuvent pas envoyer de l'argent dans chaque mois. On est obligé donc de faire des jobs pour arriver à subvenir à ses besoins quotidiens et à poursuivre son parcours étudiant. Lorsqu'on se retrouve donc avec la situation telle que nous la vivons actuellement, absence de travail, pas possibilité de faire les jobs étudiants, pas possibilité de faire une formation complète, pas possibilité d'avoir des stages étudiants, effectivement, l'avenir se trouve fortement compromis. Je crois que la question est cruciale puisqu'on parle tout le temps d'Afrique et de l'avenir de l'Afrique. On dit que les jeunes sont faits de dans nos nations, mais on a l'impression que visiblement dans la gestion quotidienne du Covid, avec les difficultés auxquelles les États ont dû faire face quotidiennement, la gestion de l'urgence a précédé la gestion à long terme de cette épidémie, notamment le sort des diasporas et des étudiants qui sont à l'étranger, qui aujourd'hui ne bénéficient pas de la part de leurs États, peut-être parce qu'il n'y a rien, ils n'ont peut-être pas sollicité ou il n'y a pas de politique qui a été mise en place d'accompagnement de ces étudiants dans le cadre des difficultés, face aux difficultés soudaines qu'ils ont rencontrées et qu'ils ne rencontraient pas avant le Covid. Donc je pense qu'effectivement, on ne peut pas dire qu'une distance est creusée, mais je crois simplement que peut-être la question n'a pas été mise sur le tapis et je me félicite aujourd'hui qu'on ait l'occasion, à travers votre chaîne et votre émission, de mettre la question sur le tapis et d'informer peut-être les autorités qui n'étaient pas au courant de ces graves difficultés auxquelles font face les étudiants. Je rappelle que ça ne concerne pas que les Africains, puisqu'également en ce qui concerne particulièrement les étudiants en général, le nombre de suicides a augmenté. De plus en plus, on a des suicides, des dépressions, des gens qui se jettent par les fenêtres. Il faut savoir qu'actuellement en France, la plupart des étudiants arrivent à s'alimenter dans des banques alimentaires. Donc les gens s'alignent pour manger. Et donc il y a également une recrudescence de la prostitution qui se fait ressentir dans le milieu des jeunes. Et donc nous sommes véritablement en train de vivre un véritable drame social en ce qui concerne
notre jeunesse et les étudiants en particulier. Donc tous ces éléments mis bout à bout nous permettent de considérer qu'effectivement, en faisant peut-être un écho, les États africains en ce qui concerne l'Afrique pourront peut-être saisir de la question et pourquoi pas mettre peut-être des fonds à disposition de leurs étudiants dans les pays de manière à ce qu'ils puissent vivre dignement et continuer à poursuivre les études dans le but de pouvoir également demain rentrer sur le continent et être utile à leur continent. Voilà ce que je peux dire d'entame à votre question. Ferdinand Bleka, on a vu, et on va évoquer cet aspect tout à l'heure, il y a les étudiants qui ont du mal à boucler leur formation et à trouver des stages. Est-ce qu'il y a une organisation différente pour la prise en charge des étudiants, notamment africains en Europe, au Japon, en Asie, par rapport à ce qui se fait dans les pays européens? Il faut te dire que ce que nous voulons écouter, ces jeunes étudiants, c'est vraiment alarmant. Et M. Jacques Brice nous dit pas même de la catastrophe, c'est vraiment même au-delà de la catastrophe. Effectivement, le problème que vivent les étudiants en Europe, c'est le même problème que les étudiants en Asie, et surtout en Asie-Pacifique. C'est vrai, c'est organisé autrement, mais ce sont les pays qui organisent pour les étudiants. Quand vous êtes au Japon, vous êtes en Corée, vous êtes en Singapour, c'est chaque pays qui organise ses étudiants. Ce n'est pas le pays qui les organise. Du coup, il se pose un réel problème, comme ce jeune homme, le SOS qui vient de lancer. Regardez par exemple les gens qui sont habitués à aller faire leurs cours dans une classe. Maintenant, on leur demande de faire des cours par visiocorrespondance. Et réellement, ça dénature même la qualité de la formation. Ça détruit même la qualité de la formation. En plus de cela, il y a des cours qui sont alliés directement à des stages. Et ces jeunes gens n'ont plus d'accès aux stages. Ça devient une formation théorique, alors qu'il y en a qui sont dans les formations techniques et technologiques. Donc, le problème est très sérieux. Et comme votre émission, nous sommes vos invités, M. Jacques Brice et moi, pour pouvoir apporter des solutions, je pense que dans le volet des solutions, nous en parlerons. Oui, nous allons évoquer justement tout à l'heure les solutions éventuelles, mais avant, il y a un autre cri d'alarme, c'est celui d'un autre étudiant qui est dans la région de Bordeaux, qui est dans la ville de Bordeaux, au sud-ouest de la France toujours, et qui parle aussi de ses difficultés pour pouvoir joindre les deux bouts, mais également pour mener à bien sa formation, pour mener à terme sa formation. Je suis étudiant et j'ai achevé mon Master 2 l'année dernière, mais malheureusement pour moi, j'ai validé mon Master 2 avec une sorte de rapport et non un stage comme je l'avais voulu. En effet, durant la crise sanitaire, je suis parvenu à obtenir un stage au Nigeria, mais je n'ai pas pu m'y rendre malheureusement compte tenu de la crise sanitaire. Du coup, l'université dans laquelle j'étais inscrite nous a proposé de rédiger des rapports ou de faire en quelque sorte des projets pour nous permettre de valider l'année académique. Du coup, cette année à nouveau, j'ai décidé de me mettre à la recherche de stages à nouveau. Et là, présentement, j'ai obtenu un stage au Mali où je dois m'y rendre avec un ami. Mais de nouveau, nous sommes confrontés à la crise sanitaire. Et là, présentement, l'université refuse de nous donner une convention de stage pour que nous allions à l'étranger. Du coup, voilà, en gros, c'était de partager mon témoignage avec vous pour vous dire que nous rencontrons réellement des difficultés. Des difficultés qui sont visibles, des difficultés qui ne sont pas souvent connues des pays d'origine de ces étudiants. Maître Jacques Brice Momnogué. Oui, effectivement, M. Bleka le rappelle tout à l'heure, ce que l'étudiant dit, il a paraphrasé puisqu'il indiquait que les formations pratiques deviennent des formations théoriques. Je pense qu'on a véritablement aujourd'hui
un grand problème quand même. Nous avons des générations d'étudiants. On a vu par exemple, si ce n'est pour parler que de la France, des diplômes de baccalauréat au rabais qui ont été accordés à tout le monde. Ça veut dire des personnes qui vont rentrer à l'université sans avoir les prérequis nécessaires. On a globalement des étudiants qui font des formations qu'on valide parce qu'il faut bien les valider, puisque l'examination, moi-même qui enseigne, il m'a été demandé d'examiner des étudiants des fois à distance. Donc, ce qui freine un certain nombre de choses. Et nous avons aujourd'hui ces étudiants africains qui ne trouvent pas de stage et qui ne peuvent donc pas finir une formation et qui font des rapports théoriques. La question qui va se poser dans 1, 2, 3 ans, c'est qui va les embaucher. Nous aurons fatalement une génération de diplômés Covid dont personne ne voudra sur le marché du travail. Et à cela s'ajoute encore, au-delà de cela, les difficultés auxquelles ils font face, les difficultés matérielles évidentes, la capacité à se nourrir, la capacité à vivre dignement, qui aggrave encore plus le processus de formation, puisque l'on sait que quand on est dans le stade de formation, l'équilibre mental, l'équilibre physiologique est également nécessaire pour pouvoir s'épanouir. Et donc, aujourd'hui, on se demande véritablement si la crise devrait se prolonger et qu'on continuait comme ça, quels étudiants nous sommes en train de former, pour quel avenir demain, pour quelles fonctions qu'ils pourront occuper demain dans le cadre de la reconstruction de l'Afrique. Alors, ces problèmes sont souvent dus. Pourquoi? Parce qu'en général, je félicite et je remercie d'ailleurs ces étudiants qui ont eu le courage de s'exprimer, parce que beaucoup n'osent pas s'exprimer, parce qu'on cache souvent quand on est dans l'étranger, pour ceux qui ont fait l'expérience de l'étranger, ils savent qu'on cache souvent un certain nombre de problèmes pour ne pas alarmer la famille, pour ne pas inquiéter la famille, ce qui fait qu'effectivement, ces problèmes ne sont pas mis au devant de la scène et on essaie de faire comme si tout allait bien. Mais je peux vous assurer, à titre personnel, que les problèmes sont très très graves, très très profonds, et que nous sommes arrivés à un point où des étudiants sont obligés de mendier leur pitance, mendier même de quoi arriver à manger tout simplement. Nous sommes arrivés à un point où les étudiants aujourd'hui, pour beaucoup, songent à arrêter tout simplement les études et à essayer de faire autre chose de leur vie. Et donc, je crois que l'alarme n'a pas été suffisamment sonnée, parce que je ne pense pas que si nos États avaient été suffisamment informés de cette situation, il n'y aurait pas eu de réaction, quelle qu'elle soit. Je pense qu'au contraire, on s'est beaucoup focalisé, ce qui est normal, sur l'immédiateté, c'est-à-dire les malades du Covid, et comment traiter, comment ne pas être contaminé, comment ne pas protéger ces populations. Et on a oublié que nous avions, nous les Africains, une énorme diaspora à l'étranger, et particulièrement ceux qui ne travaillent pas, les étudiants, qui se retrouvent aujourd'hui en très grande difficulté. Moi, personnellement, je ne souhaiterais pas être étudiant aujourd'hui. Lorsqu'on a été forgé dans une construction républicaine, dans l'élévation sociale à travers l'école, et que l'on a vécu que pour pouvoir arriver sur le plan de la scolarité à performer pour après avoir un emploi, on ne peut que vraiment s'inquiéter. Mais il y a, maître, il y a des représentations diplomatiques. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qui arrive à nos jeunes frères. Oui, maître, il y a des représentations diplomatiques dans ces différents pays. Ces étudiants, on n'a pas pu leur poser la question directement, mais est-ce qu'ils ont pu se rapprocher de leur consulat pour exprimer certains besoins, certaines difficultés? Comme je vous l'ai dit, l'habitude des diasporas, c'est souvent de cacher ces problèmes. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, je pense qu'aujourd'hui, aucune démarche n'a été officiellement faite. Peut-être qu'il y a eu des saisines officieuses par-ci, par-là, mais il n'y a pas eu de démarche officielle d'association d'étudiants se retournant vers leur pays en disant nous avons telle et telle difficulté et nous avons besoin d'une assistance pour arriver à nous en sortir. Ce qui s'est passé, c'est que l'État français a mis en place, comme je vous disais, un service d'alimentation pour les étudiants qui n'arrivent plus à s'alimenter parce qu'ils n'ont pas de moyens pour survivre. Il y a également eu une souplesse qui a été faite par rapport aux loyers étudiants, et notamment ceux qui sont dans les résidences universitaires. Mais les États africains n'ont pas pris le problème à bras le corps, soit parce qu'ils n'en ont pas eu la conscience, et soit parce qu'également ils n'ont pas été officiellement saisis par les associations étudiantes. Ferdinand Bleka, Afrijapan Afrique-Asie est une institution, vous l'avez rappelé. À votre niveau, est-ce qu'il y a pour les étudiants des pays africains, dans le contexte du Covid-19, des initiatives prises au fin de les soutenir? Ou bien que préconisez-vous pour les soutenir en cette période de crise sanitaire de Covid-19? Oui, en tout cas, merci pour la question.
Je suis un peu sidéré, même étonné, et de voir que des pays où se trouvent nos enfants, les étudiants africains, ce sont les gouvernements de ces pays-là qui s'organisent pour aider les étudiants étrangers. Et les pays même, dit, quel est le rôle d'un ambassadeur dans un pays? Est-ce qu'on a besoin de venir vers lui pour dire voici par rapport au Covid ce que les étudiants souffrent? S'il ne sait pas, s'il ne voit pas les autres pays qui s'organisent pour le bien de leurs étudiants et trouver des solutions, pourquoi c'est toujours dans nos pays africains où nos ambassades sont assis et ils regardent? Regardez dès le début de la pandémie, où tout le monde était paniqué. Je prends l'exemple en Chine. Les pays africains ont abandonné presque les étudiants. Il a fallu le courage de l'ambassadeur du Nigeria qui s'est levé, quand on a commencé à pourchasser les étudiants africains dans les maisons, les mettre dehors. C'est l'ambassadeur nigérien qui s'est levé à aller rencontrer le ministre des Affaires étrangères pour dire que si ça continue, on va la réciproque au Nigeria. Parce que c'est pas nous qui avons envoyé. Mais quand il allait menacer, regardez bien, ça a arrêté. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis par exemple, en France, c'est le gouvernement français qui organise pour donner de l'eau à boire à d'autres étudiants. Que font nos gouvernements? Qu'est-ce qu'ils font de l'argent public? Est-ce qu'on doit venir les dire? Voilà ce qui se passe. Mais là est toute la question. Là est toute la question, Ferdinand Bleka. On a entendu des ambassadeurs indiquer clairement qu'il n'y a pas de rubrique prévue pour tel ou tel problème, pour résoudre telle ou telle difficulté. Oui, mais s'il n'y a pas de rubrique pour régler de telles ou telles difficultés, quel rapport qui est venu envers les parents? Quel rapport qui est venu envers le gouvernement? Moi, des fois, je travaille sur certains ministères, certains gouvernements, je n'en vois pas. Maintenant, s'il y en a, pourquoi les gouvernements ne réagissent pas? Ça, c'est des choses, quand tu es là, tu te demandes, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis dans un rêve ou mais je ne suis pas dans un rêve? On est dans le pays, c'est vrai, nous sommes là pour faire la publicité, et bon, on ne peut pas dire la prévention de la maladie, c'est très important. Il faut donner de l'argent aux PME, PMI pour ne pas que ces gens tombent, c'est très important. Mais c'est pour qui on doit donner de l'argent aux PME, PMI pour qu'on s'occupe de. M. Brice vient de le dire. Nous sommes en face d'une situation des étudiants covidiques et que plus tard, avec la qualité, je n'ai pas dit la mauvaise qualité, parce que ceux qui enseignent ne sont pas mauvais, mais la situation leur impose de donner une formation au rabais. Nous sommes tous exposés, même médecins, tous médecins, pharmaciens, tout le système organique, tout le système éducatif, tout est désorganisé. Mais les autres le font ailleurs pour s'organiser. Nous, c'est qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a organisé les étudiants par pays. À certains pays africains, on a organisé les étudiants et nous-mêmes, nous mobilisons les ressources dans le pays où ils se trouvent avec certaines organisations internationales, avec certaines ONG pour venir en aide à ces étudiants. Mais ce que nous faisons, c'est un appui. Nous ne sommes pas le pays, nous ne sommes pas le gouvernement. Ce n'est pas nous qui recevons l'argent public, l'argent des contribuables. Ce n'est pas nous qui le recevons. Souvent même, il y a des gens, je n'ai pas envie de dire leur nom, qui copient de leur poche pour aller aider certains étudiants qui n'ont pas à manger. Certains étudiants qui ne peuvent même, il y en a même qui refusent même d'aller à l'école. Parce que est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ont même pas l'argent pour acheter ne serait-ce qu'un masque? Ils n'en ont pas. Moi, dire le masque c'est 300, c'est 500, il y en a qui n'ont pas 500. Il y en a beaucoup sur le continent africain et c'est certainement encore plus compliqué pour ceux qui sont étudiants à l'étranger et notamment en Europe de se procurer tous les jours un masque pour être dans les normes sanitaires. Maître Jacques Brice Momnougui, ce cri d'alarme qui est lancé par ces étudiants est certainement un cri qui n'est pas très fort parce que vous avez décrit tout à l'heure une situation beaucoup plus difficile et chaotique pour de nombreux étudiants. Il y a quand même des mécanismes à déclencher au niveau des représentations diplomatiques. Oui, effectivement, hein, je rejoins tout d'abord M. Bleka sur le fait qu'ils disent que il nous manque souvent, à nous, Africains,
la capacité d'auto-action, d'auto-gestion de nos problèmes. C'est vrai que face à une situation comme ça, on aurait pu attendre que les États se saisissent spontanément de la question. Mais cela dit aussi, les États ont des lignes budgétaires assez serrées, les ambassades, les consulats ont des missions assez serrées. C'est pas aussi évident que cela. Cela dit quand même, nous pouvons aujourd'hui, avec ce cri d'alarme qui est lancé, mettre en place, à titre personnel déjà, hein, je le ferai, en ce qui concerne du moins certaines ambassades que je connais, je saisirai les consuls, parce que maintenant les étudiants se sont manifestés, pour vraiment, et à la base même de cette émission que nous avons aujourd'hui, pour qu'ils se rendent compte qu'il y a une véritable difficulté, et pourquoi pas mettre en place un fonds de solidarité des étudiants africains ou des pays, hein, dans chaque pays. Je pense que c'est possible à mettre en place. Il faut voir quelle forme ça peut prendre. Et ces étudiants, ils ont besoin de quoi concrètement? Ils ont parfois besoin que les ambassades interviennent au-delà de l'apport quotidien de quoi survivre. Il y en a qui parlaient de leur problème de stage. Ils recherchent des stages des fois pour valider. Donc, ils ont peut-être besoin que l'ambassade les aide à avoir des stages dans leur pays d'origine, ne serait-ce que pour aller finir leur formation. Ce serait déjà énorme de pouvoir avoir cela. C'est pas forcément une aide matérielle quotidienne, hein, donc que les étudiants demandent. Ils demandent la possibilité de pouvoir finir leur parcours d'études dans des conditions tout simplement dignes et honorables. Je pense qu'il y a beaucoup de pistes de réflexion à mettre en place. On peut mettre en place également avec un service d'assistance juridique pour eux, hein, s'ils ont des difficultés. Mais tout cela doit s'organiser avec les ambassades et les représentations diplomatiques. Et moi, je ferai ma part de ce combat, mais effectivement, nous avons ce déficit, nous, Africains, d'autogestion, d'autorégulation. On est un peu livrés à nous-mêmes et nous attendons que ce soit le pays hôte qui résolve nos problèmes, alors que pour ceux qui connaissent bien l'Asie, comme M. Bleka, les Asiatiques, ils résolvent exactement différemment. Ils résolvent ces problèmes tout seuls. Il n'y a pas à se remettre à un État, à un gouvernement, etc. Je pense que nous gagnerions à développer cette culture, c'est de la culture, hein, culture d'autogestion. Et moi, à titre personnel, je ferai le nécessaire en ce qui me concerne pour pour les étudiants que je connais ou auprès des représentations diplomatiques que je connais. Parfait, mais écoutez, la belle radio et télévision, chaîne panafricaine internationale, qui a également vocation à faire la courte échelle à ces nombreuses personnes en difficulté, écoutez, se fait le relais de ce cri d'alarme pour, bien entendu, susciter des réactions et peut-être améliorer, sait-on jamais, la situation de ces étudiants que nous avons vus et entendus pour la première partie de cette émission. La suite, maintenant, avec les Africains de la diaspora. Il y en a beaucoup. Il y a des Africains américains, des Africains d'autres nationalités qui ont choisi de revenir sur le continent africain, entre autres au Ghana. Le Ghana compte beaucoup d'Africains de la diaspora, pas forcément ghanéens d'origine, qui ont choisi d'y revenir. Et on se rappelle que l'année 2019 a été décrétée année du retour par les autorités ghanéennes. C'était à l'occasion du 400e anniversaire de l'arrivée des premiers esclaves africains en Amérique. Et on rappelle également qu'en 2019, un rapport de la Banque mondiale a indiqué que ces diasporas africaines à travers le monde faisaient entrer et envoyaient ou bien investissaient sur le continent jusqu'à 46 milliards de francs CFA, ce qui n'est pas rien. Comment le Covid-19 empêche-t-il ce retour vers l'Afrique, comme ça a été vu déjà au Ghana? Ferdinand Bleka, nous sommes dans une seconde phase de Covid-19. La question vous est posée parce que vous êtes, on le rappelle également, expert en santé publique. Dans cette deuxième vague de Covid-19, eh bien, il y a à nouveau des confinements. Des confinements dans certains pays africains, dans de grandes villes, avec ce que ça comporte comme difficultés, comme restrictions, notamment la réduction des vols commerciaux et un certain nombre d'activités. Oui, merci. En fait, ce que moi je vois, tout récemment, je faisais des recherches par rapport à ce sujet. Je me suis dit que la situation de la pandémie
est une opportunité pour l'Afrique. Et si l'Afrique ne saisit pas maintenant cette opportunité pour pouvoir sortir définitivement de la pauvreté chronique, je ne pense pas qu'il y aura encore une autre opportunité. Regardez par exemple, aujourd'hui, notre ami Jacques Brice est en Europe et c'est ce qui se passe, où c'est le confinement total, où certains avions sont cloués au sol. Mais en Afrique, nous, aujourd'hui, on peut circuler, on peut aller au champ, on peut faire les activités. Qu'est-ce qui se passe? C'est le temps maintenant d'investir dans notre pays. C'est le temps maintenant d'investir dans nos pays. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui cherchent à fuir les pays qui sont aujourd'hui confinés, qui sont en difficulté avec l'épidémie, ils cherchent à venir investir, pas seulement investir, mais venir rester en Afrique. Parce que pour eux, on voit maintenant que l'Afrique est un continent d'opportunités. On voit maintenant que l'Afrique est un continent qui, quand on va investir où on est tranquille, ils voient maintenant que nous sommes à l'abri de tout ce qu'il y a comme ces genres de pandémies qui se passent aujourd'hui en Europe, en Asie, dans les autres pays. Donc c'est le moment, parce qu'à chaque situation qui se pose dans la vie d'un pays, d'un continent, il y aura toujours une réflexion systématique pour donner une solution en fonction de la situation. Quand vous prenez par exemple le pays comme le Japon, que je connais bien, si le Japon aujourd'hui est la deuxième ou la troisième puissance économique mondiale, c'est parce que le Japon a vécu une situation exceptionnelle, qui est la Deuxième Guerre mondiale, qui a détruit tout le tissu économique à plus de 70%, et ils se sont assis pour dire quelle solution on peut donner à cette catastrophe qu'on vient de subir. Regardez aujourd'hui, ils sont la deuxième puissance ou la troisième puissance économique mondiale. Regardez l'Allemagne qui a été vaincue, écrasée par les Alliés. Cette Allemagne aujourd'hui est la première puissance économique de l'Europe. Parce que devant la catastrophe, les Allemands sont assis pour dire qu'est-ce qu'on donne comme réponse, qu'est-ce qu'on donne comme réflexion, qu'est-ce qu'on donne comme action pour pouvoir surmonter la catastrophe. Regardez l'Allemagne et regardez le Japon. Et je pense que l'Afrique aujourd'hui a cette opportunité de s'asseoir. Tout à l'heure, M. Brice disait, par rapport aux étudiants, qu'est-ce qui nous empêche, nous Africains, de créer un fonds de solidarité pour le soutien des étudiants? Nous avons de l'argent à la Banque mondiale. Nous avons de l'argent à la BAD, souvent, qui financent des programmes qui ne nous apportent pas grand-chose. Pourquoi ne pas les transformer? Et donc, je pense que la situation est difficile. Mais elle est plus facile maintenant pour nous et que les pays maintenant arrivent à ne plus durcir les systèmes d'investissement et que les pays africains maintenant s'ouvrent avec que les enfants viennent maintenant investir. Parce que tout ce que nous voyons avant, c'est dans les capitales on investit. Maintenant, quand je suis assis dans mon village au Cameroun, dans mon village au Sénégal, dans mon village en Côte d'Ivoire, je peux installer mon usine dans mon village. Je n'ai plus besoin de l'installer, par exemple, dans la capitale. Donc, pour moi, ce n'est pas une catastrophe pour l'Afrique, mais c'est une opportunité pour l'Afrique. Et l'Afrique, et même les médicaments qu'on prend pour soigner, je suis du domaine, les médicaments qu'on prend pour soigner les malades, les médicaments qu'on prend pour la prévention. Le Covid-19, une opportunité pour le continent africain, c'est un discours que nous entendons beaucoup et c'est un optimisme qui est partagé certainement par Maître Jacques Brice Moumnogui, mais il faudrait, au-delà des discours, arriver à le concrétiser, à montrer qu'on y croit. Absolument. Maître Jacques Brice Moumnogui? Oui, je rejoins effectivement parfaitement M. Bleka. Je pense que il a dressé parfaitement la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, dans la vision d'une géopolitique mondiale, chaque événement est l'occasion d'une redéfinition des rapports entre les États et entre les continents. Et aujourd'hui, de manière assez évidente, le Covid-19, de par le fait d'abord que le continent africain a jusqu'ici assez bien résisté en termes de taux de mortalité à l'épidémie, offre déjà une première opportunité à l'Afrique d'être un continent de résistance face à ce qui s'appelle, ce qu'on qualifie aujourd'hui de pandémie du siècle. Ensuite, nous avons quand même un continent encore, comme on dit souvent dans le jargon, en friche, même s'il n'est pas en friche tout à fait. Nous avons un continent d'opportunités, je préfère cette expression, dans la mesure où
Nous avons encore la possibilité de développer des industries. Nous avons encore des espaces pour pouvoir développer un certain nombre de marchés, pouvoir construire des villes, pouvoir créer même de nouvelles villes et créer des opportunités. Et en troisième lieu, on assiste de manière cette fois-ci concrète, tout à fait concrète, à un retour effectif des diasporas africaines. Moi, je l'ai constaté personnellement. De plus en plus, les Africains s'organisent, notamment, ça a été accéléré avec le Covid, s'organisent de plus en plus pour rentrer dans leurs pays respectifs, pour avoir des initiatives qu'ils n'avaient pas avant, c'est-à-dire des initiatives même agricoles, alors que pendant longtemps, on pensait qu'il suffisait d'être un long crayon pour s'en sortir dans la vie. De plus en plus d'Africains ont compris que la richesse, c'est la terre, et se mettent aujourd'hui à investir massivement dans des projets agricoles et de manière collective, c'est-à-dire que pas de manière individuelle comme on le voyait avant. Donc je pense que si nous savons nous saisir des conséquences de cette pandémie, l'Afrique pourrait trouver dans le retour massif de ses enfants et dans le retour également, pas dans le retour et dans la venue, comme il disait M. Beka, d'autres personnes étrangères qui veulent vivre en Afrique, investir désormais en Afrique et s'implanter en Afrique, l'occasion de prendre vraiment, de reprendre sa place parmi la place qu'elle mérite au sein de la géopolitique mondiale. Je pense que c'est une question importante. Jam pour les uns, opportunité pour les autres. Je crois que c'est comme le verre, hein, à moitié vide, à moitié plein. Tout dépend de comment on le regarde. Et à propos de l'impact du Covid-19 sur le continent africain en 2020, au mois de mai 2020, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait dressé un bilan plutôt élogieux après que plusieurs prédictions alarmistes avaient été faites sur le continent. Des prédictions selon lesquelles ça aurait été la catastrophe. Pour la première vague, le continent africain s'en est bien sorti. Il y a cette deuxième vague qui a, dans certains pays, fait en sorte que les autorités ramènent des mesures drastiques qui avaient été prises au moment où l'épidémie s'est déclarée au mois de mars, notamment les confinements stricts. Ces confinements vous paraissent aussi contre-productifs, Maître Jacques-Brice Momnogui? Depuis le départ, j'ai toujours pensé que le confinement, et j'assume cette position, n'est absolument pas une solution contre cette pandémie. Et elle est encore moins pour les pays africains. Pour des raisons d'abord sociales et sociologiques, philosophiques même. L'Africain ne sait pas vivre confiné. Nous vivons avec les autres. Nous sommes des êtres, des sociétés tellement socialisantes. Mais pour que la maladie ne se propage pas, il est difficile de... Pour que la maladie ne se propage pas, est-ce qu'il ne faut pas respecter ces gestes barrières? Il y a Ferdinand Bleka qui... Ce que je veux dire, c'est que, si je peux terminer, oui, allez-y. La propagation d'une maladie, quelle qu'elle soit, ne saurait être résolue en interdisant aux gens de sortir de chez eux. Nous n'avons pas face à nous un ennemi visible qui est à l'extérieur en train de tirer des balles sur nous. En réalité, la solution contre le Covid, on l'a vu, pourquoi là on dit les Africains ont résisté, mais pour une réponse, à mon avis, aujourd'hui est évidente. C'est une question d'immunité, c'est-à-dire l'immunité des personnes qui leur permet de résister à une épidémie, à un virus quel qu'il soit. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de la vitamine D. Mais il se trouve qu'en Afrique, nous avons tellement de vitamine D, nous en consommons partout, que nous vivons également dans des conditions qui sont plus difficiles que les individus. Vous savez, plus on se protège en plus on crée un univers complètement aseptisé, plus on est fragile. C'est ça la triste réalité. Et je crois qu'aujourd'hui, penser que créer des jams sociaux, vous imaginez des villes comme Douala ou même Libreville, quand vous confinez des personnes, ça veut dire que les personnes n'ont plus d'activité. Mais qu'est-ce qu'elles font, ces personnes, si elles vivent à 17 dans la maison, comme ce soit le cas en Afrique? Mais elles se retrouvent à être 17 personnes les unes sur les autres, quasiment 24 sur 24, ça n'a pas de sens. Comment elles font pour s'alimenter? Comment elles font pour se nourrir? Comment elles font pour s'en sortir? Je pense que on peut, dans les endroits publics, comme je le vois un peu faire en Afrique, essayer de mettre un certain nombre de règles, d'organisation, mais on ne peut pas construire un modèle social africain sur la distanciation sociale, qui en soi est antinomique. Et c'est pour cela qu'on voit qu'en Afrique, on a beau mettre des règles, on a beau confiner les personnes, ça n'arrivera jamais à être implémenté. Et je ne peux pas, moi, en tant qu'Africain, penser que c'est une solution pérenne. On le voit en Europe, on a confiné,
il y a toujours eu des contaminations. On a plus confiné, ça a encore fait. On ne peut pas. C'est-à-dire, c'est pas une solution pérenne. La solution, c'est une solution, à mon avis, de facilité pour les dirigeants, de dire, je confine, comme ça, je ne prends pas de risque vis-à-vis de ma responsabilité s'il y a des contaminations. En réalité, c'est une solution qui arrange plutôt les gouvernants, mais qui n'est pas une solution de fond. La solution de fond, c'est de partir sur une immunité et donc de permettre aux personnes d'avoir accès à une alimentation saine d'abord, parce que c'est la base, d'avoir accès à un air pur qu'ils puissent respirer, d'avoir accès à un environnement qui soit sain, et également de pouvoir générer également par les mécanismes naturels que nous avons en nous, les moyens de pouvoir nous protéger. Je ne crois pas que ce soit un hasard si l'Afrique a résisté à la première vague. Bon, je ne sais pas s'il y a une deuxième vague, si c'est une autre maladie, il y a un débat là-dessus maintenant. Toujours est-il que je crois profondément que l'Afrique résistera à cette épidémie parce que nous avons, à travers notre mode de vie, à travers notre propre façon d'exister, notre propre alimentation, les moyens de pouvoir résister à beaucoup d'épidémies. Et je crois qu'aujourd'hui, en fait, le monde devrait plutôt essayer de tirer. Et si on voulait vraiment faire de la science, peut-être qu'il faudrait en Afrique faire des séquençages du virus africain, voir comment l'homme africain arrive à résister à cela. Et à partir de là, faire de véritables protocoles pour l'humanité. Cela me semble être la seule solution de bon sens face à cette... En tout cas, il y a de nombreuses solutions qui sont préconisées. Ferdinand Bleka, on vous a vu sourire tout à l'heure. Est-ce que vous êtes expert en santé publique? Est-ce qu'il faut en Afrique vacciner à tour de bras, vacciner partout contre le Covid-19? Est-ce que c'est la solution? Oui, je reviens un peu en arrière sur ce que mon frère Jacques Brice vient de dire. Je souris parce que ce qui me gêne un peu en Afrique, lorsque on dit à confinement en Europe, tu entends les rumeurs dans la ville, on dit bientôt confinement en Afrique. Hein. Effectivement, dans les jours qui viennent, on va confinement en Afrique. Si on dit il y a déconfinement en Europe, les gens disent, attendez, bientôt on va dire déconfinement en Afrique. Ils vont venir faire des en Afrique. Qu'est-ce qu'on fait copier-coller? Non. En tant qu'expert de la santé publique et surtout des maladies infectieuses, le confinement est la mauvaise des solutions. Et pourquoi? La distanciation sociale, oui. Et pourquoi? Masses, oui. C'est la mauvaise des solutions. Pourquoi, Ferdinand Bleka? Pourquoi est-ce la mauvaise solution? Je vais vous dire pourquoi. Tout à l'heure, M. Brice en a un peu évoqué. Je vous donne un exemple. Mais le président Macron, que j'aime bien, qui a été testé positif au coronavirus, sa maison n'était pas toujours désinfectée, il n'est pas toujours dans les masses de protection, sa voiture n'est pas désinfectée. Comment il a fait, malgré toutes ces protections, pour être positif au coronavirus? Le Premier ministre de l'Angleterre, qui est dans un environnement sain, super sain, est-ce qu'il a été contaminé lorsqu'il était dans un maquis, dans un restaurant? Non. Il y a des choses qui ne se font pas. On peut pas... En Afrique, le confinement, j'ai dit, c'est la mauvaise des solutions. Parce que ça ne peut pas résoudre. Entre-temps, lorsqu'il y avait le couvre-feu dans le pays, j'ai discuté à certains chefs d'État. Je leur ai dit, enlevez le couvre-feu. C'est moi qui tape ma partie, je vous dis. Ils ont dit, pourquoi? J'ai dit, mais le virus ne se promène pas la nuit. Il se promène 24 heures sur 24. Ce qu'on ne fait pas la nuit, on le fait pire dans la journée. Attends, à quoi sert un couvre-feu dans ces cas-là? On peut être contaminé dans la journée et puis venir faire un couvre-feu avec le virus. Donc, il y a des choses, quand tu es là, tu regardes, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. C'est quoi, quelle école que j'ai fait? Et des gens qui ont fait la même école avec moi, qui sont intelligents. Pourquoi quand ils dirigent, ils font des choses qu'on ne doit pas faire? Donc, le confinement, vous savez ce que ça implique, le confinement? Vous prenez quelqu'un qui vit le jour au jour, vous dites qu'il ne faut pas sortir. Et tu n'as aucun moyen pour le nourrir, pour le soigner. Tu veux qu'il fasse quoi? Qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire le confinement contribue à diminuer l'expérience de vie des gens et le confinement contribue à les envoyer très vite au cimetière. Alors qu'on veut trouver une solution pour ne pas que les gens meurent. Alors que le confinement, c'est plus mortel qu'on ne croit. C'est pourquoi, à partir de votre émission que nous sommes en train de parler, j'interpelle les chefs d'État africains de faire attention, d'éviter le confinement. Il y a d'autres modèles de prévention qu'on peut mettre sur place qui peuvent aider les pays, mais pas le confinement des gens dans une maison. C'est la mauvaise des solutions qu'il ne faut jamais prendre. Si ça a été déjà pris,
Bon, c'était pendant le temps de... Ferdinand Bleka, maintenant, il ne faut pas le faire. Ferdinand Bleka, vous considérez que le confinement n'est pas la solution pour le continent africain, avis partagé par Maître Jacques-Brice Momnogui, qui a justement argumenté que le confinement n'a pas produit de meilleurs effets, même en Europe. Alors, les réponses à adopter, on sait que sur le plan économique, ça a été très difficile pour le continent africain. En 2020, on voit ce que les diasporas africaines permettent à leur pays d'engranger. On l'a rappelé tantôt, il a été relevé par la Banque mondiale environ 46 milliards d'investissements en 2019, mais avec ces confinements, il est presque certain que cette tendance à investir, à revenir sur le continent africain va être un peu freinée. Maître Jacques-Brice Momnogui. J'ai envie de dire oui et non. Bon, effectivement, les gens ne travaillent plus. Donc, effectivement, ils envoient moins d'argent sur le continent. Ça va de soi, puisque l'année 2020 était très, très difficile. Paradoxalement, à cela, il se crée, vous savez que l'homme est toujours inventif. C'est ce qu'on appelait en droit la géographie de l'infraction. C'est-à-dire que vous créez une loi et puis les gens trouvent toujours le moyen de la contourner. Donc, nous avons quand même en Afrique encore les ressorts d'une économie assez informelle au plan global, qui permet donc à des personnes d'arriver à créer les mécanismes d'un investissement. Je pense que ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'investir à travers les Western Union, les MoneyGram, beaucoup d'Africains ont choisi maintenant l'investissement direct, c'est-à-dire qu'ils rentrent. Ils rentrent et puis ils vont investir l'argent qu'ils envoyaient à leur famille et qui, pendant des années, même si ça contribue à pallier les problèmes, ça ne crée pas le développement, soyons réalistes. Nous avons des 40 milliards d'investissements qui sont des aides familiales ponctuelles, donc qui ne créent pas la richesse sur le continent. Or, aujourd'hui, lorsqu'on envisage de rentrer dans son pays, se réinstaller, on ne réfléchit plus de la même façon. Puisqu'il ne s'agit plus de résoudre les problèmes ponctuels, il s'agit de créer une industrie ou une économie qui permet de vivre soi-même et de pouvoir faire vivre aussi, aider sa famille. Donc je crois qu'aujourd'hui, le retour que je vois se faire, il n'y a pas qu'au Ghana et puis partout, la prise de conscience déjà des Africains qui n'était pas aussi forte avant le Covid. Moi, je l'ai senti ici dans la diaspora, puisque l'Africain a cette tendance naturelle, et c'est peut-être parce que ce qu'on nous dit, c'est que le premier homme n'a pas apparu en Afrique. Donc je pense que l'Africain a une tendance naturelle, innée en lui, à se sentir bien partout sur Terre. Je crois que nous avions pendant longtemps une vision d'intégration complète, c'est-à-dire nous venons en Europe, on peut y rester, y mourir, ça ne dérange pas, nous sommes chez nous. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience différente de se dire, nous sommes Africains, même si nous sommes installés ici, nous devons bâtir notre continent. Et cette prise de conscience est de plus en plus forte, et je peux vous assurer, sans être un prophète ou un devin, que dans les 5 prochaines années, l'Afrique va être complètement transformée. Parce que les initiatives de retour, les initiatives d'investissement dans la terre, les initiatives de réappropriation, l'investissement immobilier, qui sont en train d'être faites par les diasporas africaines, est véritablement intéressant. Je pense même que les journalistes, mais surtout les scientifiques de la question, les statisticiens, gagneraient à se pencher sur cette question. Il y a un véritable choc. J'ai l'impression qu'il y a eu un choc Covid-19 en fait, qui a choqué les Africains de se dire, nous sommes dans une terre que nous pensons être une terre de liberté. Nous avions quitté l'Afrique en pensant que l'Afrique était une terre de restriction, voire l'enfer pour certains. Et nous nous rendons compte aujourd'hui que nous ne pouvons même pas sortir de chez nous, que nous ne pouvons même pas sortir sans avoir un masque, que nous sommes obligés d'être à la maison à 18h, alors que nous avons un continent où la liberté continue de s'exprimer, où la vie sociale continue de s'exprimer. Je crois que l'homme est un être social et un animal social, comme disait Aristote. Et je crois vraiment que nous aurons, vous verrez, déjà même cette année, on pourra faire une statistique, un investissement massif des Africains de la diaspora vers leur pays d'origine ou vers d'autres pays d'Afrique. Et il faut souligner qu'en 2020, le secteur du fret aérien a été très prolifique, a été très productif, parce que ce secteur-là a permis, selon justement les rapports de la Banque mondiale, au continent africain d'engranger beaucoup d'argent, alors qu'ailleurs dans le monde, le secteur aérien était en déclin, avec également
également le secteur du fret. Donc les Africains, de ce point de vue-là, ont tiré les marrons du feu. Il y a maintenant à véritablement capitaliser sur ce qui a été vu ou perçu comme des points forts, Ferdinand Bleka. On sait qu'il y a eu, en ce qui concerne le système, les différents systèmes de santé en Afrique, de nombreux manquements relevés. Est-ce que vous avez le sentiment, pour les quelques pays que vous avez eu l'occasion de visiter ces derniers temps, qu'il y a une véritable prise de conscience suivie d'un changement de paradigme? Oui, Ferdinand Bleka. Effectivement, les Africains sont conscients. Et beaucoup d'Africains sont conscients. Et ça, je peux le dire. La seule chose qui dérange un peu, c'est que lorsqu'ils entrent dans un système gouvernemental, on a l'impression que cette conscience disparaît. C'est ça qui dérange. Mais par exemple, lorsque j'étais tout récemment au Congo, où j'ai visité le docteur Denis, le prix Nobel de paix. Le docteur Denis Mukwege. Oui, j'étais dans son hôpital avec lui. On était ensemble. Et la question que vous avez posée, c'est la même question qu'il m'a posée. Et j'ai vu en cet homme-là également quelqu'un, quand vous voyez les innovations que cet homme a mis après son prix Nobel de paix, etc., etc. Donc, quand vous allez parcourir chaque pays africain aujourd'hui, les gens sont conscients. Par exemple, lorsque vous avez tout à l'heure montré les images des avions qui ont profité à l'Afrique. Quand vous regardez, les entreprises, ces entreprises ont fait beaucoup plus de chiffres d'affaires en Afrique. Mais cette somme-là, ça appartient à qui? Ça n'appartient pas aux Africains, ça va chez eux. Et quand vous voyez les compagnies africaines même qui sont là, elles ont des avions loués. C'est même pas pour elles, n'ont pas acheté. Donc, par exemple, je prends un exemple, il y a des groupes aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, des groupes africains qui se sont associés, qui déjà ont acquis des Boeing. Je vous dis des Boeing qui sont coulés au sol en Europe, qui ont déjà acquis, et qui, dans 30 jours, vont sillonner le sol africain. Ça, ce sont les Africains qui se sont associés. Je n'ai pas pour les problèmes de publicité, je ne vais pas dire le nom ici et le pays, mais ils se sont associés pour créer l'aviation. Et à l'heure où je vous parle, ils ont déjà, grâce aux garanties bancaires, ils ont déjà acquis 10 Boeing. Et à partir du 1er du 3 avril, les Boeing seront déjà dans l'espace africain. Voilà encore une opportunité que ces Africains ont. Je dis, attends, au lieu que nous, nos pays louent, et puis l'argent va ailleurs, si ça roule chez nous, il faut que l'argent rentre chez nous. Donc, les Africains sont conscients. Et je pense que si nous, les Africains, qui sommes de la diaspora, qui sommes au pays, qui ne sont pas au pays, si on s'associe et qu'on met les barrières pays à part et qu'on réfléchit, je vous dis que des gens qui ont des pensées plus que nous, des gens qui ont des moyens plus que nous et qui veulent les mettre à la disposition de leur continent, ils sont nombreux. Ils ont besoin tout simplement d'un créneau pour être encadrés, pour être orientés pour réussir. Et ça, je suis optimiste que nous allons y arriver. Alors, un optimisme qui est également partagé par de nombreuses personnes, mais là, bon, c'est une question qui va sûrement faire sourire. Est-ce qu'il faut être en dehors des gouvernements pour arriver à réaliser de bonnes choses pour nos pays? Puisque Ferdinand Bleka l'a indiqué tantôt, il s'est posé la question de savoir si la conscience qu'ont de nombreux Africains de l'urgence du développement de leur continent, de leur pays, disparaît une fois entrés dans un gouvernement. Effectivement, les gens sont conscients. Donc autant avoir des gens qui agissent en dehors des gouvernements pour être plus efficaces? On n'a plus le choix. S'il y a un gouvernement qui ne suit pas, on est obligé de ne pas... Vous savez, regardez, je vais vous dire quelque chose. Peut-être que beaucoup d'Africains ignorent. Quand on parle d'un gouvernement, il s'agit d'un parti politique formé par des individus qui ont pris le pouvoir et qui gèrent un pays qui a devenu gouvernement. Ils n'ont pas la vérité absolue d'un pays. Ce n'est pas eux qui peuvent développer un pays. Mais on a eu confiance à leur parti et on les a élus. En ce moment-là, ils dirigent un pays. Donc, ce n'est pas à eux qu'on doit laisser l'initiative pour qu'eux, ils disent voilà comment on doit vivre. Parce que je peux être un politicien parce que j'ai attrapé les chaussures d'un politicien que je ne vaux rien et puis être ministre. C'est parce que je suis ministre, pas parce que je vaux. C'est parce que j'ai fait la politique.
Il y a des gens qui valent, mais qui ne veulent pas faire la politique. Donc, si là où nous sommes arrivés, en ce moment où nous sommes arrivés, si les gouvernements ne suivent pas, ces gouvernements vont disparaître d'eux-mêmes. Parce que les gens vont plus les attendre. Maître Jacques-Brice Momnougui, mais c'est quand même la vocation des gouvernements de gérer la chose publique et de concevoir le développement du pays, d'imprimer le rythme. Oui, effectivement, si on regarde nos modèles que nous avons copiés de la France pour la plupart, c'est-à-dire le modèle jacobin où tout est centralisé, tout part du centre pour arriver vers les périphéries. Ça suppose donc d'avoir un centre suffisamment omniscient, omnipotent et qui sait tout pour arriver à développer un pays. Ce n'est pas un modèle véritablement efficace. On n'a qu'à comparer avec l'Afrique anglophone. Je crois qu'aujourd'hui, dans les sociétés modernes, en fait, on le voit, c'est l'individu dans son libéralisme qui crée les conditions qui permettent après au gouvernement d'encadrer les initiatives. Je crois qu'aujourd'hui, les gouvernements devraient juste définir les politiques publiques, c'est-à-dire faciliter l'investissement, créer le cadre d'investissement, mais sans être pour eux-mêmes les seuls acteurs ou les principaux acteurs du développement, pour des raisons assez simples. Si nous prenons les États africains d'un point de vue de la finance, nous avons les économies qui sont des économies excentrées avec des fonds qui sont aujourd'hui assujettis à des politiques qui nous sont imposées, c'est-à-dire en gros, pour pouvoir faire un certain nombre d'investissements, il faut remplir un cahier de charges défini soit par le Fonds monétaire, soit par le Fonds monétaire international. Ce qui fait que l'initiative publique est contrainte par ces règles qui s'imposent à nous parce que nous avons pris des emprunts. Or, l'initiative privée ne connaît pas les mêmes règles. L'initiative privée, elle est simplement limitée par des règles que l'État pourrait mettre en place. Donc, en libéralisant les initiatives privées, les États se donnent la marge, eux, de permettre à des individus de faire des choses que eux, ils ne pourraient pas faire, même s'ils en avaient la volonté. Je crois qu'aujourd'hui, le modèle idéal pour les Africains qu'on voit dans les pays anglophones, c'est de libéraliser le secteur privé complètement. Par contre, tout en prenant le soin de protéger les investissements régaliens. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que nous arrivions au modèle que nous avons en Europe, où les routes appartiennent à des entreprises privées à 100%. Vous ne pouvez pas avoir les routes, les chemins de fer, les transports. Il y a des secteurs qui sont des secteurs cruciaux dans lesquels l'État devrait avoir des participations majoritaires, ne serait-ce que pour garantir que le citoyen puisse circuler sur une route sans avoir à payer des prix exorbitants. Et Maître Jacques-Brice... Pour le reste, l'initiative privée devrait être complètement libéralisée et permettre simplement aux gens d'investir sans avoir des limitations légales à leurs investissements. Mais Jacques-Brice Momnougui, on aura l'occasion de revenir, de faire un débat prochainement sur les privatisations en Afrique. Il y a eu une vague de privatisation qui, justement, n'a pas toujours été satisfaisante, mais ça, ce sera certainement pour un autre débat. On rappelle aujourd'hui que nous avons, dans la tribune du mardi, discuté autour du thème « Impact de la pandémie de Covid-19 sur les diasporas africaines ». En première partie, il y a eu la situation des étudiants africains qui se trouvent en Europe et ailleurs. Et ensuite, on a évoqué, bien entendu, le retour des diasporas africaines en prenant exemple sur le Ghana, mais pas seulement. Donc en notre compagnie, Maître Jacques-Brice Momnougui, avocat au barreau de Bordeaux, panafricaniste et également enseignant. Maître, merci. Je vous remercie. C'est nous et Ferdinand Bleka, président de l'institution Afri-Japan Afrique-Asie, qui est également spécialiste en santé publique. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Et merci pour la télévision panafricaine. Et nous pensons que les Africains qui vont nous écouter dans ces temps sur votre télévision vont vraiment prendre conscience de beaucoup de choses et nous sommes avec eux. Toujours avec plaisir. En tout cas, merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir reçus et de votre fidélité. N'oubliez pas de ne jamais, malgré tout, désespérer de l'Afrique, car l'Afrique est la mamelle du monde. Très bonne suite de programmes sur Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale.